Merci d'être avec nous sur ITV. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le 1945. Dans l'actualité ce soir, la reine d'Angleterre n'est plus. Elisabeth II est décédée à l'âge de 96 ans avec ses 70 années de règne. La souveraine détient le record de longévité sur le trône britannique. Son portrait à suivre dans ce journal. Et puis, le président de la République de Pologne entame une visite officielle au Sénégal, une visite qui s'inscrit dans le cadre d'une tournée dans la sous-région ouest africaine. Macky Sall et Andrzej Duda souhaitent renforcer la coopération bilatérale entre le Sénégal et la Pologne. Un prêt de 66 milliards a été alloué au Sénégal. Va-t-on vers une perturbation du trafic aérien au Sénégal après le blocage des comptes de la société gestionnaire de l'AIBD? Les syndicalistes montent au créneau pour demander l'annulation pure et simple de cette décision de justice, une décision qui fait suite à un différend de 4 milliards opposant l'IMAC AIBD à la Sénélec. Et dans la rubrique environnement, on vous amène dans une localité où la lutte contre la déforestation est une priorité. Les jeunes de Ndouloumadji, de vrais militants de l'environnement, vous allez le voir, ils ont planté des milliers d'arbres. Voilà pour le titre, tout de suite le développement. Après le chavirement d'une pirogue survenue hier à Doué, dans la commune de Ndiayen Pendao, dans le département de Podor, le corps sans vie du magistrat Bassirou Ndiaye a été repêché. Il était porté disparu depuis hier. Au total, 6 personnes étaient dans cette embarcation. Je vous l'annonçais dans les titres. Fin de règne pour Elisabeth II. La reine d'Angleterre est décédée ce jeudi 8 septembre à l'âge de 96 ans après un règne de plus de 70 ans. C'est son fils, le prince Charles, qui va lui succéder. Le portrait de la monarque la plus célèbre de la planète avec Mme Abdougaye Kassé. London Bridge s'est effondré à jamais sous le poids de l'âge à 96 ans, 3 mois et 6 jours. La reine Elisabeth II est partie à jamais rejoindre les cieux. Son charisme et son sourire légendaire ont fait sa popularité. Même sur son lit d'hôpital à Balmoral en Écosse, elle a réussi une sacrée prouesse, reléguer la guerre en Ukraine au second plan de l'actualité internationale. C'est le 2 juin 1953 qu'elle a été intronisée reine du Royaume d'Angleterre et d'Irlande du Nord, ainsi que de 14 autres États souverains appelés Royaume du Commonwealth et de leurs territoires et dépendances. Elisabeth II succède au monarque George VI à la House of Windsor, le château royal, 59 ans au trône, une longévité hors du commun et jamais égalée. Sa Majesté a vu défiler sous ses ordres 16 premiers ministres à la 10 Downing Street, de Winston Churchill à Margaret Thatcher, en passant par Harold Wilson, Tony Blair, Theresa May, jusqu'à la très récente nommée Liz Truss. À sa naissance, elle est 3e dans l'ordre de succession au trône après son oncle et son père. La princesse Elisabeth devient alors, à l'âge de 10 ans, l'héritière présomptive de la couronne britannique. En 1947, elle épouse Philip Mountbatten, prince de Grèce et de Danemark, une union royale qui donnera naissance à 4 enfants. La vie d'Elisabeth II n'a été du tout un long fleuve tranquille, comme en atteste l'assassinat de l'oncle du prince Philippe, les séparations et le divorce de 3 de ses enfants, la mort de sa belle-fille, la princesse Diana, les décès presque simultanés de sa sœur et de sa mère, ainsi que le décès de son époux l'année dernière, après plus de 73 ans de mariage. Aimée mais chahutée, la reine a parfois dû faire face à de virulentes critiques de la presse à l'encontre de la famille royale, mais le soutien à la monarchie et sa popularité personnelle restent élevés au sein de la population britannique. Les obsèques de la reine vont durer 12 jours. Et puis le président de la République de Pologne, Andrzej Duda, en visite officielle à Dakar, une visite qui entre dans le cadre d'une tournée du chef de l'État polonais en Afrique de l'Ouest. Macky Sall et son homologue polonais ont exprimé leur volonté de renforcer la coopération bilatérale entre les deux pays dans les secteurs tels que l'agriculture, l'éducation et l'industrie maritime. Et à ce titre, le gouvernement polonais a alloué au Sénégal un prêt de 66 milliards de francs CFA. Le compte-rendu de cette visite avec Younoussa Gueye et Moussa Fall. Après Abidjan, le chef de l'État polonais Andrzej Duda est à Dakar.
Une visite qui s'inscrit dans le cadre d'une tournée de renforcement des coopérations entre son pays et l'Afrique de l'Ouest. À la suite de longs entretiens, les deux chefs de l'État ont parachevé des contrats de partenariat dans les secteurs stratégiques, dont l'éducation et l'agriculture. Une visite d'amitié fortement appréciée par le président de la République, M. Macky Sall, qui n'a pas manqué de saluer également la tradition scientifique de la Pologne. Le Sénégal et la Pologne entretiennent d'excellentes relations, des relations d'amitié cordiale et d'estime réciproque. Je salue la tradition scientifique de votre pays, la Pologne, qui a produit Nicolas Copernic, qui a produit Marie Curie et qui a produit tant d'autres scientifiques qui ont fait avancer la science. Dans ses propos, le chef de l'État a réaffirmé la volonté de son gouvernement à ouvrir ses portes aux investisseurs polonais. Avec le président Duda, nous avons exprimé notre forte volonté de consolider et élargir la coopération bilatérale entre nos deux pays dans les secteurs clés de l'agriculture, de l'assainissement, de la formation maritime. Nos deux gouvernements vont examiner plus en détail tous ces volets et voir comment allouer la ligne de crédit de 100 millions de dollars US que la Pologne a mise à la disposition du Sénégal en guise de prêt. Et nous voulons aussi collaborer dans le domaine des hydrocarbures dans la perspective de l'exploitation des ressources prochaines de gaz et de pétrole au Sénégal à compter de 2023. Nous souhaitons renforcer par ailleurs les échanges économiques par l'investissement en impliquant davantage nos secteurs privés respectifs. Devant la presse nationale et internationale, le dirigeant polonais s'est engagé à accompagner le gouvernement du Sénégal à résoudre la problématique de l'assainissement, mais également à mettre l'expertise de son pays au service du secteur de l'hydrocarbure. Merci beaucoup. Après leur point de presse, les deux chefs de l'État ont rejoint les deux premières dames à la salle de banquet de la présidence où se tenait une exposition sur la culture, l'artisanat et les traditions du Sénégal. Une exposition fortement appréciée par le couple présidentiel polonais. Et pendant ce temps, le 6e détachement sénégalais de la mission de la CEDEAO en Gambie a reçu le drapeau national, un contingent composé de 618 militaires. La cérémonie s'est déroulée à Toubacouta en présence du chef d'état-major de l'armée de terre. Le compte-rendu est signé à Damassar. Ce contingent du 6e détachement sénégalais de la mission de la CEDEAO en Gambie est composé de 618 personnels militaires, hommes et femmes. Selon son commandant, toutes les mesures sont prises pour la réussite de leur mission. Qui a été préparé depuis le 8 juin jusqu'à ce jour au niveau du centre d'entraînement tactique Capitaine Ablaye Ngom de Toubacouta. C'est un entraînement multiforme qui a couvert tous les spectres de missions et de tâches qui peuvent nous être assignées en République sœur de Gambie sur le théâtre gambien. C'est un entraînement qui a été conduit sous la conduite, qui a été encadré sous la conduite bienveillante et rigoureuse de l'état-major de l'armée de terre, en l'occurrence le chef d'état-major de l'armée de terre, et ça s'est déroulé dans d'excellentes conditions. Mais vous me permettrez aussi de rendre grâce à Dieu, ça s'est très bien passé pour nous, mais aussi et surtout de remercier le commandement qui a placé sa confiance en ma personne pour diriger le 6e détachement sénégalais au sein de la MISEGA. Ayant reçu le drapeau national des mains du chef d'état-major de l'armée de terre, le commandant du 6e détachement sénégalais de la MISEGA veut se mettre sur la même lancée que ses prédécesseurs. Un militaire qui doit partir en OPEX, c'est un honneur, c'est un privilège, surtout quand il s'agit de recevoir le drapeau national. C'est très symbolique pour un militaire. Et c'est pour nous l'occasion, encore une fois, de sauvegarder la belle image, la belle réputation qui a été construite au fil des années. Les lauriers que nous-mêmes nous n'avons pas fait, mais que nous sommes tenus et nous avons le devoir de sauvegarder pour le futur des armées et pour ceux qui hériteront de ce que nous aussi nous leur aurons laissé. C'est tout ça en fait, toute la symbolique qu'il y a autour de cette cérémonie.
Il s'agira essentiellement de suivre les traces qui sont les sillons, qui sont profondément déjà tracés par les contingents précédents et de travailler dans le cadre du mandat de la CEDEAO pour aider la République de Sœur de Gambie à retrouver toute sa stabilité et la paix qui a toujours prévalu dans ce pays, qu'on a toujours tous connu paisible et tranquille. Un beau défilé militaire a clôturé la cérémonie. Adama Sarr, merci. Le Fonds de financement de la formation professionnelle et technique ont accompagné la Direction générale de la construction et de l'habitat en accompagnement matérialisé par des offres de formation adaptées à l'évolution des métiers du secteur des BTP. 16 000 jeunes seront formés pour un coût global de 9 milliards 280 millions de francs CFA. Écoutons à ce propos les explications de Sophie Diallo, directrice générale du 3FPT, des propos recueillis par Emmanuel Gasparin-John. C'est tout heureux qu'aujourd'hui qu'on soit associé à la Direction générale de la construction et de l'habitat pour aller dans la réflexion pour quels sont les métiers qui sont nécessaires justement pour accompagner le projet de 100 000 logements. Donc c'est tout l'intérêt de la présence du 3FPT aujourd'hui, identifier quels sont les métiers nécessaires, mais également quels sont les besoins dans le cadre de ce programme phare de l'État du Sénégal. Donc aujourd'hui, nous sommes réunis dans le cadre de l'atelier de restitution de cette étude qui a été financée par le Fonds de financement de la formation professionnelle, le 3FPT. Donc aujourd'hui, après cette restitution-là, nous aurons la visibilité sur les besoins en formation, quels sont les métiers également qui sont nécessaires pour justement le développement de ce programme de 100 000 logements. L'étude nous a montré en fait que le coût estimé pour la réalisation du financement de la formation des jeunes, qui sont estimés à environ 16 000 jeunes sur les 5 années, et de 9 milliards 280 millions de francs CFA. Donc comme nous le disons, au niveau du fonds de financement, nous avons plusieurs guichets et un de nos guichets, c'est le guichet de financement des demandes individuelles. Tout outil vient à son heure pour répondre justement à ce besoin de formation pour les métiers qui ont été identifiés dans le cadre de cette étude-là. Et naturellement, dans le cadre de nos interventions, nous pourrons mener à bien l'exécution de cette formation-là. Nous ne pourrions peut-être pas réaliser l'ensemble des besoins, l'ensemble des chiffres, parce qu'ils disent que c'est sur les 5 années que le projet doit être réalisé. Ça veut dire qu'on ne formera pas jusqu'à la 5e année. Il nous faudrait former en amont. Et donc, par rapport à l'exigence de disposer de ce capital humain avant les 5 années et tout, peut-être nous ferons appel aux partenaires et comme il l'a dit, nous ferons une synergie de nos interventions afin de mobiliser l'ensemble des ressources disponibles pour accompagner justement la formation des jeunes et des femmes. Ensemble pour zéro accident, c'est le slogan de la nouvelle campagne de sensibilisation lancée par l'Agence nationale de sécurité routière. Des moyens colossaux ont été déployés par l'ANESER pour réussir cette campagne qui cible chauffeurs et transporteurs pour la région de Diourbel a été choisie pour démarrer la campagne de sensibilisation. Plus de détails avec Goran Naklo et Tiernofaye. Promouvoir la sécurité routière et réduire le nombre d'accidents au quotidien, priorité de l'Agence nationale de sécurité routière qui sillonne les différentes régions du pays pour sensibiliser les chauffeurs et transporteurs. La mission régalienne de l'ANASER, Agence nationale de sécurité routière, qui est une agence transversale qui a pour mission la gestion et la coordination des activités de sécurité routière au Sénégal. Et donc les missions s'articulent autour de 5 points. D'abord, la sécurité des infrastructures. Par sécurité des infrastructures, nous entendons tout ce qui est audit dès la conception de l'infrastructure routière, audit pendant la construction de l'infrastructure routière et audit et inspection pendant l'exploitation de l'infrastructure routière. Ainsi, le directeur de l'ANASER mise également sur Diourbel pour atteindre l'objectif zéro accident. On va dire 55% des accidents mortels, 55 à 60% des accidents mortels que nous enregistrons au Sénégal se déroulent sur le corridor Dakar-Bamako et sur le corridor, en tout cas sur la nationale 1 passant par Diourbel et Touba. Donc ça fait sens effectivement de venir à cette période veille de la Magal, du grand Magal de Touba, grand moment de mouvement, de déplacement de personnes. Donc
pour venir effectivement porter le message déjà de sensibilisation, mais recueillir effectivement ces différentes impressions. Concernant le nouveau code de la route, le directeur de l'ANASER se veut clair. La loi attend juste le décret d'application. Le décret d'application, d'un moment à l'autre, ça peut tomber. Hein. Donc ça a été déjà conçu, vraiment stabilisé. Il reste juste cette question à voir avec certains acteurs, on va dire, pour pouvoir présenter donc le décret sur la table du président pour prendre le décret d'application. À l'approche du Grand Magal de Touba, l'Agence nationale de sécurité routière renforce les campagnes de sensibilisation pour réduire à néant le taux d'accidents enregistrés chaque année au Sénégal. L'octroi d'une partie du terrain de l'École supérieure d'économie appliquée continue d'alimenter les débats. Invité de l'émission Kénou Askanu sur ITV, l'ancien secrétaire général du SAES, Seydi Ababakar Ndiaye, pointe du doigt tous les recteurs qui sont passés à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Il demande aux autorités d'effectuer un audit du patrimoine foncier des universités du Sénégal. Regardez. Lors des accords du 21 mars 2011 de mon temps, on avait signé en bonne place l'inaliénabilité du patrimoine foncier de l'université. Et j'avais demandé justement aux recteurs de sécuriser ce qu'ils n'ont pas fait. C'est un cas particulier parce que souvenez-vous que l'ESEA s'appelait l'ENEA jusqu'en 2006. Et c'est en 2006 que l'ENEA a été amené sous le giron de l'université de Dakar, de l'UQAD, sous le nom de ESEA, École supérieure d'économie appliquée, administrativement. Mais est-ce que le recteur d'alors a pris la précaution d'immatriculer l'espace physique et les bâtiments occupés par justement l'ex-ENEA au profit du domaine universitaire? Est-ce que ça a été fait? C'est une question que je me pose. C'est une question. Des interrogations qui voilà, sont là. Mais ça veut dire qu'à contraire de ce ne l'a pas fait, il devrait le faire maintenant. En fait, l'état des lieux, quand on dit où les gens ont peur, ils croient tout le temps. Non, on peut dire l'état des lieux, pour faire plus simple. Comme ça, c'est rassurant. L'état des lieux. Pourquoi faire? Pas seulement pour dire on a ceci, on a cela en termes de possession, non, mais pour vérifier justement le statut des terrains. Parce que ça a perdu énormément quand les Touba partaient, mais comme je vous dis, non seulement, vous savez que l'UQAD occupe à peu près 75 hectares. 75 hectares. Rien que l'UQAD. Sans compter presque toute fin de résidence, une partie du point E. En ville, il y a des immeubles, etc. Tout cela appartenait à l'Université de Dakar. Seydi Ababakar Ndiaye répondait aux questions d'Elhadj Malik Sissi. Je vous l'annonçais dans les titres, les comptes de la société gestionnaire de l'aéroport international Blaise Diagne ont été bloqués en application à une décision de justice qui fait suite à un différend de 4 milliards opposant l'IMAC, AIBD et SA à la Sénélec face à la presse. Le syndicat du personnel des activités aéronautiques du Sénégal a déploré cette situation qui, disent-ils, pourrait leur porter préjudice. Ils menacent de bloquer le trafic à l'aéroport international Blaise Diagne dans les jours à venir. Les détails avec Muntaga Kane. Les responsables du syndicat des professionnels de l'aéronautique civile du Sénégal ont élevé la voix devant la presse pour annoncer que l'AS reconnaît devoir à la Sénélec la somme de 4 milliards de francs CFA. C'est ce qui a valu à l'AS la fermeture de son compte par la justice. Les travailleurs de l'AS donnent les raisons qui ont amené l'AS à ne pas pouvoir honorer ses engagements vis-à-vis de la Sénélec. Pour Serigne Moustapha Gaye, secrétaire général du dit syndicat, la Covid serait passée par là. Nous devons cette dette à la Sénélec parce que nous avons traversé la Covid-19. Nous avons traversé la Covid-19 en fermant l'aéroport sans redevance et en maintenant toutes les charges liées à l'exploitation. Il y a aussi un autre fait qui est la refacturation. Nous refacturons l'électricité et l'eau. Mais pratiquement toutes les autres structures de la plateforme ne payent pas. Ensuite viennent les dettes impayées d'Air Sénégal, de Transat et du COPIS, coordination des prestataires et investisseurs sénégalais. Air Sénégal nous doit 9 milliards 800 millions. Transair nous doit 1 milliard 500 millions. COPIS nous doit 5 milliards 100 millions. Si vous faites le cumul, vous allez vous retrouver à 15 milliards que les structures doivent à l'AS.
Il soupçonne des manœuvres tendant à nuire à l'AS. Malheureusement, j'ai comme l'impression qu'il y a des gens qui veulent que l'AS disparaisse. Et c'est ce qui explique que ces gens fassent recours à une décision de justice. Les travailleurs de l'AS menacent de clouer tous les avions au sol à compter de la semaine prochaine si leur cause n'est pas entendue. Nous allons déposer un préavis de grève et nous allons nous battre. Tous les avions des compagnies seront maintenus au sol. Maintenant, la balle est dans le camp de l'État du Sénégal. Et puis, vous l'avez sûrement remarqué, il n'a pas plu à Dakar ces derniers jours et malgré cela, Kounoune est toujours sous les eaux. Une situation due à l'absence d'un système d'assainissement selon les habitants. Babacar Seck, qui s'est rendu sur place, les a rencontrés. Il demande le déploiement du plan Orsec pour évacuer ces eaux de pluie qui ont coupé Kounoune du reste du département. Regardez son reportage. Les cités Bambagesi, Hawadja, Air France, Dalal Jam 1 et 2, 105, entre autres, ne veulent qu'une chose, l'évacuation des eaux qui a envahi les maisons et les rues depuis plusieurs jours. Nous sommes réunis aujourd'hui justement pour lancer un cri de cœur à son Excellence, le Président de la République, M. Macky Sall. Nous avons essayé et tenté même des actions, mais nos moyens sont limités. Maintenant, il s'agit de nous apporter de grands moyens pour nous sortir de là. C'est quoi? C'est donc un assainissement des routes. Nous ne sommes pas loin, mais nous sommes enclavés. Actuellement, nous sommes dans les eaux. Dans les maisons, si vous allez dans les maisons, les carreaux sautent à cause de l'eau. La nappe phréatique est en train de sortir. Et là, nous avons des malades. On a des difficultés même pour les évacuer. Nos bonnes dames, tombent sur des charrettes. Nos dames tombent sur des charrettes parce que le moyen de transport, maintenant, il n'y a que les charrettes. Les inondations à Kounoune ont déjà coûté la vie à un jeune qui a été électrocuté. Effectivement, nous avons enregistré un décès. Que la terre lui soit légère. Notre cher ami, qui est un jeune Doudindoy, qui est tombé en voulant simplement évacuer les eaux. Il a été envahi par les eaux chez lui. Il a essayé de brancher une motopompe et là, vraiment, il a été électrocuté. Et là, c'est malheureux. Actuellement, même, sa famille là est dans les eaux encore. Que vous voyez, donc c'est triste. C'est vraiment triste. Les résidents de plusieurs cités de Kounoune ont lancé une pétition pour demander un réseau d'assainissement et une audience avec le président de la République. Parlons à présent du calvaire que vivent les commerçants en cette période hivernale. Ils sont confrontés à un problème d'écoulement de leurs produits et de stockage des marchandises. Les commerçants rencontrés par Ndeye Mariem Gaye au marché Petersen nous livrent tous les détails sur les difficultés auxquelles ils sont confrontés. Regardez le reportage. Le petit commerce souffre en cette période d'hivernage. La pluie ralentit l'activité des vendeurs. C'est le cas pour ceux qui sont à Petersen. Il suffit que le ciel s'assombrisse pour que nous commencions à avoir des problèmes. Vous savez, le marché Petersen était un marché très animé. On y trouvait du tout, mais maintenant, beaucoup de nos amis ne sont plus là. La raison, elle est simple, il n'y a plus d'espace et à chaque fois qu'il pleut, il y a des inondations, c'est-à-dire il y a ces espaces qu'on ne peut plus utiliser. Les clients aussi se font de plus en plus rares. On arrive à avoir très rarement des clients qui viennent jusqu'ici pour acheter quelque chose. C'est ça le problème. Le ciel a été généreux dans la capitale sénégalaise. Les commerçants, loin de jubiler, pleurent puisque, selon ce vendeur, les clients se font rares. Il y a des clients qui viennent, mais ils sont très rares même, pour dire vrai. Nous avons des bâches que nous utilisons lorsqu'il pleut pour pouvoir protéger nos marchandises, mais après cela, nous reprenons le travail. Mais pour dire vrai, durant cette période hivernale, nous travaillons à perte. Un cri de cœur partagé au marché Petersen. Sodasamb expose des chaussures pour enfants sur des étals à même le sol. Elle peine à écouler sa marchandise. Il y a beaucoup de difficultés au niveau de notre marché. Nous n'avons pas de bâche pour protéger nos produits.
Nous attendons l'appui des autorités parce que nous sommes vraiment dans le besoin. De la pluie en abondance à Dakar, les habitations pataugent de même que l'activité des commerçants. L'hivernage, une saison difficile pour ces vendeurs. La journée internationale de l'air pur pour des ciels bleus a été célébrée ce 7 septembre. L'air que nous partageons, c'est le thème choisi cette année, met l'accent sur la nature transfrontalière de la pollution atmosphérique. Et dans le cadre de cette célébration, une journée de reboisement a été organisée au pôle urbain de Diamniadio. Je vous propose de suivre les explications de Baba Adramé, directeur de l'environnement. Le sport est un bon véhicule pour transmettre les bons messages, n'est-ce pas, les bons comportements que les populations doivent adopter pour être des éco-citoyens et contribuer donc à la protection de l'environnement. C'est pour cette raison qu'on a jugé utile d'organiser cette journée ici, à Diamniadio, qui est un projet très cher au chef de l'État, son Excellence Macky Sall, mais aussi parce que Diamniadio ambitionne de devenir une ville verte. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on a profité de cette occasion pour installer ici derrière moi un microcapteur d'air ambiant. Le microcapteur d'air ambiant, c'est une nouvelle technologie beaucoup plus soft que le réseau de gestion de la qualité de l'air que nous avons à Dakar et qui permet aujourd'hui d'avoir des données de référence sur la qualité de l'air à Diamniadio. Parce que Diamniadio va se développer, va accueillir des populations, va accueillir beaucoup d'activités, y compris des activités sportives. Nous estimons que c'est le moment de mettre en place les infrastructures qui permettront de surveiller la qualité de l'environnement, notamment la qualité de l'air, pour permettre aux activités qui se développent ici, mais également aux populations qui vont vivre dans cette belle ville, de vivre dans un environnement sain. On vous l'avait promis dans e-éclair. Ce soir, on vous amène dans une localité qui se mobilise contre la déforestation dans le nord du Sénégal, Ndouloumadji, où des militants de l'environnement ont repoisé près de 3000 arbres depuis 2018, une initiative appuyée par l'Agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande Muraille Verte, qui d'ailleurs a lancé un programme de suivi des pépinières dans la région. Voyons tout cela avec Amadou Oumar Diallo. L'Agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande Muraille Verte continue de sillonner le pays pour s'assurer de la survie des pépinières. Une manière aussi d'encourager les localités dans leur programme de reboisement. Nous avons entrepris une tournée nationale de vérification de nos pépinières, de la production de nos pépinières en premier. Et par la magie des choses, elle s'est transformée en campagne de reboisement. Et la relation entre l'ASER-GMV, les eaux et forêts, les communes et les populations, les initiatives comme aujourd'hui Ndouloumadji Vert, ce sont des initiatives qu'il faut pérenniser. Pérenniser, mais que chacun joue sa partition, que chacun assume ses responsabilités. Et que la population aussi, dans l'intelligence collective de tout ce que nous faisons, que la population aussi joue son rôle. À Ndouloumadji, le lancement de la 5e édition du programme Ndouloum Vert a coïncidé avec cette tournée. Donc cette année, nous sommes dans le cadre de notre 5e édition et ça a coïncidé avec la tournée nationale sur le reboisement. Et aujourd'hui, nous avons l'opportunité d'avoir le directeur de l'Agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande Muraille Verte, accompagné du commandant Mamadou Dia, qui est commandant donc, de la zone nord et qui est en charge de tout ce qui est reboisement dans la partie nord du Sénégal. Un prétexte aussi choisi par l'association pour le développement de Goudou de Ndouetbé pour mettre sur pied sa première pépinière avec l'appui de l'Agence sénégalaise de la reforestation de la Grande Muraille Verte. Aujourd'hui, nous avons une rencontre ici avec les jeunes du village au niveau du forage pour l'installation d'une pépinière. L'association initie donc à chaque fois, quand elle est là au niveau du village avec la caravane, de faire des activités de reboisement. Maintenant, on a jugé nécessaire, pourquoi pas ne pas avoir une pépinière donc, pour faire de Goudoudé, notre village, un village vert. Bon, l'utilité de cette pépinière, c'est avant tout qu'elle soit accessible. Parce que d'abord, quand nous voulions avoir des arbres, il faut aller au niveau de Chilogne ou de Ourossogui. Parfois, s'en procurer, ça devient difficile. On a jugé nécessaire donc d'en avoir ici chez nous. Avec ces 3000 arbres reboisés depuis 2018, le programme Ndouloum Vert inspire d'autres localités du département de Matam. L'objectif est de faire face à la déforestation et à la forte canicule qui n'épargne aucune localité de la région.
C'est ce reportage vert d'Amadou Oumar Diallo qui met en terme à cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. L'info continue sur emedia.sn. Bonne suite des programmes sur ITV.